Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Flandre Télévision. Aujourd'hui, nous allons en Bretagne et plus précisément à Baden, une charmante bourgade du golfe du Morbihan. C'est là où s'est installée depuis quelques années maintenant une célèbre casselloise. Si je vous dis François Delecourt, rallye automobile, vous pensez à Anne-Chantal Poels et vous avez raison. Elle a été copilote et compagne de François Delecourt pendant 10 ans, depuis ses premiers tours de roue en rallye jusqu'aux premières épreuves du championnat du monde, dans les années 90. Et c'est cette période qui était riche en émotions et riche en anecdotes bien souvent croustillantes qu'Anne-Chantal Poels a décidé de nous raconter dans un magnifique ouvrage qu'elle a publié et diffusé à compte d'auteur qui s'appelle « J'ai pas tapé ». Alors c'est un ouvrage magnifiquement illustré, il y a énormément de photos bien sûr, beaucoup d'articles de presse dont certains je suis l'auteur, puisque j'étais journaliste à l'époque à l'Indicateur des Flandres et je m'occupais d'une rubrique qui s'appelait l'Indicoto. Et à ce propos, je voudrais dire que j'ai rencontré Anne-Chantal et François Delecourt au tout début de ma carrière, il y a 40 ans de ça à peu près. Un petit peu moins. Et là, je suis à quelques mois de ma retraite et je reparle d'eux. J'ai l'impression que j'ai bouclé la boucle. C'est formidable. Tu vas faire d'autres choses après. Faire autre chose, ça va être difficile pour moi parce que je ne sais faire que des reportages. Alors, après la retraite, je vais certainement continuer sur un autre rythme, je pense. Et toi, Anne-Chantal, qu'est-ce que tu deviens ? Écoute, ça va pas mal. Moi, j'habite maintenant en Bretagne. À Baden, c'est ça ? Oui, j'ai une demi-grande fille qui est la fille de mon mari, qui a 28 ans maintenant, qui est journaliste et qui vit sur Paris. Et j'ai un fils qui a 18 ans et demi. D'accord. Et qui est à Rennes. Donc lui, il commence sa première année d'études. Il a passé son non-bac l'année dernière. Il est sur Rennes pour sa première année. Donc moi, mon mari s'occupe il a réouvert un cabinet parce qu'en fait, il est ostéopathe et on est arrivé ici il y a 2 ans. Et moi, je m'occupe entre l'hélico en saison été, où c'est presque temps complet. Ouais, on va peut-être rappeler, tu es pilote professionnel d'hélicoptère, c'est ça ? Voilà, je suis pilote hélico professionnel. Donc ça, je travaille avec une société qui s'appelle Eliberté et qui propose des vols touristiques sur le golfe du Morbihan, sur les Glénans, au départ de Quimper. Nous, on est au départ de Vannes, ou alors des circuits touristiques au départ de La Baule. C'est principalement ce que je fais en fait. Donc je rayonne sur toute la Bretagne au sens large du terme, et c'est absolument magnifique. C'est la plus belle place de pilote de France, quoi. Donc à part ça, je fais du journalisme avec Rallye Magazine, des piges comme ça à droite et à gauche. Et puis après, je suis guide sur les rallyes de championnat du monde pour Toyota et pour Hyundai. Donc en alternance pour l'un ou l'autre, en fonction des invités qu'ils ont, sur des groupes de 2 à 50 personnes. Donc ça, c'est super sympa parce que moi, ça me permet de rester au fait de tout ce qui se passe en rallye de championnat du monde. Donc je suis très pointue dans ce qui est rallye de championnat du monde, la technique, les pilotes, etc. Le pilotage, donc c'est super intéressant quoi, pour moi. Oui, tu n'as jamais quitté le monde du sport automobile. Non, jamais. Le monde mécanique, en fait, au sens large du terme. Dis, Anne-Chantal, on est ici pour parler de ton livre qui vient de sortir à compte d'auteur et qui s'appelle « J'ai pas tapé ». Alors, je voulais te féliciter parce que c'est vraiment un superbe ouvrage qui est richement illustré et très très bien écrit. Moi, je l'ai lu comme un roman, hein. Le roman de 2 petits jeunes qui se rencontrent sur les pavés de Cassel et qui finissent leur aventure, on va dire, sur les pentes du Tirrenia au Monte-Carlo. Moi, ça m'a vraiment passionné, hein. Bon, évidemment, je suis un petit peu impliqué parce que j'étais là au début de votre aventure. Et voilà, je voulais te féliciter. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ta rencontre avec François Delecourt ? On est issus du même village, de Cassel. Et on s'est retrouvés sur les bancs de l'auto-école. On s'était croisés dans différents collèges et lycées, mais on s'est vraiment trouvés sur les bancs de l'auto-école, lui pour le permis voiture et moi pour le permis moto. On a une petite différence d'âge. Et du coup, quand il m'a dit « Viens, j'ai mon permis, je viens de recevoir ma nouvelle voiture, c'est une Auto Bianchi 112 Abarth, viens, je t'emmène faire la descente des pavés. » Pour moi, si tu veux, la descente des pavés, c'était un concept que je ne connaissais pas. Et j'ai vite compris
Les pavés sont toujours glissants à Cassel et ça tressaute. Donc on a une adhérence qui est vraiment très précaire. Et il m'a emmené à l'équerre complet dans tous les sens avec cette petite Auto Bianchi à 112 abarth. Je suis descendue de la conquise en disant mais moi c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux faire des rallyes avec toi. Oui, j'ai eu la chance de faire une descente avec François Delecourt, une descente des pavés de Cassel. Je crois que c'était avec la 104 ZS de sa maman. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Mais tu nous as suivis toujours. Tu as tout fait pour parler de nous toujours dans l'indicateur et tout ça. C'était super. J'ai toujours gardé un très très bon souvenir de toi parce que tu nous as toujours suivis, tu as toujours suivi nos déboires, nos histoires, tu as trouvé des angles intéressants pour suivre le Monte Carlo parce que pour faire ce bouquin, moi je suis partie une semaine chez François et Priscille dans le sud de la France et on a ressorti l'armoire à souvenirs, donc on a ressorti toutes les coupures de presse, il a tout empilé dans des énormes classeurs, on a tout trouvé. Des années 81 à 91 en ce qui me concerne. Après, ça ne me concerne plus, j'y étais plus. Et en fait, on a retrouvé tous les heures par heure que tu avais fait sur le rallye de Monte Carlo 91. Ah oui, mais j'étais pas seul à vous suivre. Hein. On était vraiment toute une bande d'aficionados à suivre tous vos exploits. Oui. Et ça a été une espèce de mouvement comme ça populaire qui nous a propulsés, qui nous a soutenus envers et contre tout, et surtout contre tout. Parce qu'au départ, on était quand même deux affreux jojos très rebelles et on était dans des familles où normalement on fait un peu d'études. Donc nous, on a dit stop, on arrête les études après le bac. Moi, j'ai même pas le bac, François non plus d'ailleurs, il a arrêté en première. Et on a dit on veut faire des rallyes, on veut être pilote. Mais c'était du grand n'importe quoi. Si aujourd'hui ton gamin de 18 ans te dit ça, mais tu hallucines complètement. Donc si tu veux, il faut replacer les choses dans ce contexte. Et malgré tout, les gens nous ont suivis quand même. Parce qu'ils ont décelé une certaine pointe de talent chez François. Moi, j'étais tenace extrémiste, je dirais, pour chercher des sponsors. Et l'alchimie de nos deux volontés et de nos deux caractères a fait que ça a marché jusqu'en championnat du monde. C'est ce que les Français ont retenu finalement. Et quand on est arrivé en championnat du monde, on s'est retrouvé au premier parc fermé à Monaco pour le départ du rallye, pilote officiel chez Ford. On n'avait jamais gagné une épreuve, donc les gens ne nous connaissaient pas sur le plan international. Et ils nous ont tous regardés en disant « mais c'est qui ce mec avec sa meilleure copine comme copilote, quoi ?» Donc c'était hallucinant l'histoire, c'est super drôle en fait. Alors ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est que depuis 30 ans, parce que ça va faire 30 ans au prochain rallye de Monte Carlo en janvier 2021, donc depuis 30 ans, les gens me réclament nos aventures parce qu'ils ont eu conscience qu'il y avait des détails croustillants, qu'il y avait des anecdotes incroyables à raconter, parce qu'on n'était vraiment pas du tout politiquement correct. Et c'est le ton que j'ai voulu donner dans ce livre. C'était une époque de liberté, c'était une époque où on piquait les voitures des parents. À la limite, la gendarmerie fermait quand même relativement les yeux. Je dirais qu'on n'a pas été trop embêtés, même si on se faisait courser en permanence. Mais ça a quand même été relativement pas très sévèrement jugé, quoi, tout ça. Dans ton livre, tu relates pas mal d'anecdotes au tout début à Cassel, quand vous étiez une bande de copains à vivre dans la maison sur la Grand Place. Et il y en a une qui m'a fait particulièrement rire, parce que je l'ai connue en fait. C'était le système de balance que vous aviez mis en place dans le jardin en temps de neige, pour que la balance puisse faire contact quand il y avait beaucoup de neige et qui déclenchait une alarme dans toute la maison. Et là, tout le monde se levait, montait dans les voitures et allait faire des glissades jusqu'à temps qu'il n'y avait plus de neige sur les pentes du Mont Cassel. On en a parlé avec François justement l'autre jour quand j'étais chez eux pour préparer ce livre. Et en fait, je disais, est-ce que tu te souviens de ce système de Mac? Il me dit oui, très bien, mais en fait, on ne perdait pas une occasion de rouler. On ne perdait pas une occasion de rouler, quel que soit 20 francs d'essence, à l'époque c'était des francs, jusqu'à la panne d'essence, ce qui nous arrivait très fréquemment. Donc on abandonnait la voiture régulièrement, puis on revenait quand on avait 20 balles d'essence dans notre porte-monnaie. Et en fait, dès qu'il neigeait, il fallait ne pas louper un poil de glisse sur la neige. Ce qui a fait la force de François en championnat du monde des rallyes. Et c'était peut-être une carence des autres pilotes français, c'est qu'ils étaient moins forts sur la neige. Ils étaient aussi forts, et ils étaient presque à égalité, je dirais, sur l'asphalte, mais pas sur la neige et pas sur la terre. François avait une once d'avance sur la terre et la neige. Et comme il me disait, nous, on a appris à rouler sur les pavés, sur la neige, sur le froid, sur les betteraves, sur la boue des Flandres, et ça remplaçait avantageusement les routes en terre qu'on n'avait pas, qu'ils ont en Scandinavie, en Italie, au Portugal, en Espagne, pour s'entraîner. Parce que le championnat du monde, c'est 75% d'épreuves sur terre
et neige. Ouais. Donc, il y en a 2 sur neige en réalité, mais le reste, c'est la terre. Et les pilotes français ont du mal à percer à cause de ça aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas habitués à rouler sur la terre. Le championnat terre en France n'est pas valorisé comme le championnat asphalte, et c'est une lacune, à mon avis, c'est une hérésie. Parce qu'en championnat du monde, pour y accéder, il faut être capable de rouler très très vite sur la terre. Donc nous, en fait, effectivement, ce système de MAC nous a permis d'être réveillés par MAC à chaque fois qu'il y avait de la neige. C'était principalement la nuit, et on sortait les voitures et on roulait comme des cinglés sur route ouverte de nuit pour s'entraîner, tout simplement. Dans ton livre, il y a plusieurs passages qui concernent la maréchaussée. Vous avez joué souvent au chat et à la souris, mais vous étiez vraiment des enfants rebelles. On aurait pu d'ailleurs appeler ton livre « Les rebelles de Cassel ». Le côté rebelle te donne de la force. Quand on est 2, on a 2 fois plus de force. C'est-à-dire quand il y en a un qui a une baisse de régime, l'autre le pousse. Et à l'époque, on était amoureux, ça a duré 4-5 ans. Cette force qu'on avait en nous, cette énergie, je l'ai encore, lui aussi. En fait, on n'a pas changé un iota. Je pense qu'on devait être des enfants soit hyperactifs, ce qu'on appelle hyperactifs, ou vraiment très rebelles dans l'âme. À l'époque, c'était pas décelé de cette façon, mais c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des comportements d'enfants qui n'arrêtent pas de bouger, moi, rien ne me satisfaisait, et François non plus. Tout était trop lent pour moi. Et pour François, c'était pareil. En fait, on est clonés. Donc, ce qui fait que ce clonage, garçon-fille, ce clonage nous a permis d'avancer ensemble. Et toujours dans la même direction et sans aucun, je dirais, aucune faille. C'est-à-dire que ça a été fluide entre nous et encore maintenant. Là, on a passé une semaine, j'ai pas besoin on n'a pas besoin de mots pour se comprendre et on raisonne exactement de la même façon. C'est incroyable. Hein. C'était inattendu cette histoire dans le même village. Chantal, je crois qu'il faut rappeler que vous étiez 2 enfants issus de la bourgeoisie de Cassel. Ton papa était notaire, le papa de François était architecte, et c'est pas pour ça que vous rouliez sur l'or, bien au contraire. Chaque franc était dépensé pour mettre de l'essence dans la voiture ou pour acheter des pneus. Et toi, ta principale activité, outre le copilotage, ça a été d'aller chercher des sponsors. Activité 100%. J'avais fait un choix, je ne voulais pas faire d'études pour ne pas perdre d'années, parce que pour devenir pilote et copilote professionnel, il faut s'y prendre très tôt. Donc j'avais fait ce choix. Partant de là, j'ai assumé mon choix. Donc je me suis retrouvée dans un HLM à Lille et puis j'ai fait des petits boulots, etc. Alors j'ai eu la chance de pouvoir être mannequin, ce qui me permettait de travailler à temps partiel et de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir m'assumer. Mais bon, il n'y avait rien d'extra. Et puis, chaque sou partait effectivement soit en pneus, soit en combinaison, soit en pièces mécaniques, soit en essence. Donc voilà, le budget est bouclé. Pas de vacances, pas de sortie, pas de disques. À l'époque, on avait c'était des CD, des cassettes, rien du tout. On n'avait rien du tout. Tout partait en rallye. Mais c'était un choix de vie qu'on a assumé jusqu'au bout. Dis-nous, Anne-Chantal, comment peut-on se procurer ton livre ? Alors, j'ai créé un site internet. Enfin, j'ai fait créer parce que ça dépasse largement mes compétences. J'ai créé un site internet qui s'appelle annechantalpoes.com, tout attaché, et sur lequel on choisit un nombre de bouquins, c'est très simple. Et puis, c'est une boutique en ligne, en fait, et on paye par carte bleue directement en ligne. Et je fais tous les envois. J'ai pas voulu me faire éditer par un éditeur. J'ai voulu faire moi toute seule pour différentes raisons, pour pas que ce soit édulcoré, pour pas que je perde le management de ce projet. Et puis financièrement, on s'y retrouve pas du tout quand on est édité, parce qu'évidemment la prise de risque financière est énorme, ce qui fait qu'il reste des miettes aux auteurs, ce que je conçois tout à fait. Mais une fois de plus, ça a été mon choix de m'auto-éditer. C'est un gros pari parce que ça coûte très cher à fabriquer. Et c'est le prix d'une voiture, faut pas rêver, d'une belle voiture. Mon livre est en vente chez Marie, dans la boutique Tradition en Or, sur la Grande Place, et également chez Racine. Et il y a tous les points de vente, l'indicateur, en ont à disposition également. Dis, Anne-Chantal, à la fin de ton livre, tu proposes un jeu. Je vois, il y a une petite carte comme un jeu de loi, il y a des éléments à découper. Tu peux nous en parler ? Ce jeu est un jeu de loi
qui permet à des gens de découper les petits pions qui sont sur le rabat de couverture arrière et de pouvoir utiliser le dé et de l'utiliser comme un jeu de loi. Donc en fait, on se met au départ sur la ligne de départ qui est la maison de François avec les petits pions. Il y a 2 voitures de course et 2 voitures de gendarmerie. Et l'idée, c'est que les gendarmes poursuivent les 2 voitures de course. Donc on choisit son pion et on peut jouer et on fait tout le parcours. Les cases sont numérotées, on les suit. Okay. Ce sont les rues de Cassel. Donc j'ai tout dessiné. Les rues de Cassel, j'ai fait faire un dessin par un graphiste en fait. Et on arrive à voir la maison de François, l'église, ma maison. Il y a le virage de la descente les virages de la descente de Saint-Omer. Il y a le saut, le fameux saut de 23 mètres qu'on avait réalisé dans la descente de Zuidpen pour la télé. Et il y a la montée des pavés. Et c'est la spéciale de Cassel. Pour en revenir à ton livre, j'ai pas tapé. La première partie raconte toute la partie casselloise, on va dire, votre apprentissage en rallye, des pavés de Cassel jusqu'aux rallyes régionaux, et puis la coupe 205 GTI. Et ensuite jusqu'au championnat, aux épreuves du championnat du monde, dont le fameux Monte-Carlo 91, où vous étiez en tête du rallye alors que vous étiez complètement inconnu. Et puis il y a eu une casse à la dernière spéciale, d'où le titre « J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue ». Voilà, tu peux nous raconter ? Oui, c'est ça. En fait, il y avait 650 km de chrono en tout. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les rallyes étaient très longs. Ça durait 5 jours. 5 jours, et aussi un énorme parcours de concentration où on totalisait 1000 km de Reims à Monaco ou d'autres capitales européennes vers Monaco en 24 heures. Donc on attaquait la course, la vraie course de vitesse, on était déjà complètement mort. Parce qu'on avait déjà 24 heures de roulage de nuit blanche dans les pattes, on avait très peu de temps pour se reposer, et les étapes étaient très longues, elles faisaient 10, 12 épreuves chronométrées. Elle durait 12 à 15 heures et on avait entre 4 et 6 heures pour se reposer entre chaque, ce qui n'a rien à voir avec les rallyes actuels. Hein, c'est beaucoup plus formaté, étroit et petit et serré aujourd'hui. Donc nous, on est arrivé dans ce parcours tout jeune dans le rallye de championnat du monde, tout petit, les plus jeunes, moi j'étais la seule femme dans ce monde-là, donc on s'est fait très discret au départ, et puis en fait on a commencé à 4e, et puis 3e, et puis second, et puis à la fin de la 3e étape, on s'est retrouvé en tête du rallye et on avait 42 secondes d'avance. Donc tout le monde nous a regardé complètement étonnés en disant « Mais d'où ils sortent ces deux-là ?» C'était incroyable. Alors, Carlos Sainz, on s'est battus comme des chiffonniers la dernière nuit parce qu'on a quand même largué beaucoup les autres qui étaient derrière et on se battait à coups de seconde. Et à un moment, il a dit « C'est bon, je lâche. Il reste 2 spéciales. J'assure mon résultat pour le championnat du monde de la fin de l'année. Je ne me bats plus pour les 2 dernières spéciales. » Donc nous, on savait qu'on avait course gagnée. L'avant-dernière spéciale, on en a encore mis un bon paquet de secondes et on arrive dans la dernière spéciale du rallye au bout de 5 jours de course de 650 km de chrono et c'est là, dans les premiers kilomètres de cette montée, on se dit bon, on est tranquille, on va monter tranquille, on va attaquer mais pas à outrance, ça sert à rien, on a 42 secondes d'avance sur 22 km qui nous restent à courir et dans le 4 km 4 ou 6 ou 7, je ne me souviens plus, la roue nous a fait comme une crevaison. Tout d'un coup, on a perdu le contrôle de la voiture. Ça a fait comme une crevaison, mais bizarre. Donc, on s'est tout de suite arrêté. François était déjà en train de dire « Je perds mon Monte-Carlo, je perds mon Monte-Carlo ». Moi, je suis descendue de la voiture. J'ai fait le tour de la voiture, mais dans le noir, je n'ai rien vu qui s'apparentait à une crevaison. Les pneus étaient intacts. Je dis « Il y a quelque chose de bizarre parce que je ne vois pas de crevaison ». Je suis vite remontée dans la voiture. On est reparti comme on pouvait. Mais en fait, ça a ouin-ouallé de l'arrière parce qu'il y a une roue qui était détachée de l'arrière. Et du coup, c'était totalement inconduisible. Alors, on est passé donc le col de Turini à l'arrêt, hein, vraiment très lentement. Et dans les premiers virages en descente assez serrés de la descente du Turini, là, on a été piégé sur une énorme plaque de neige qu'ont remis les Italiens parce qu'ils sont avec des pelles et ils mettent de la neige pour faire glisser les voitures. Donc là, on a tiré tout droit, mais rien, très légèrement. On est resté un petit peu tanké, ça a duré 20-30 secondes. On a réussi à faire marche arrière, on est reparti. Et en fait, tout le monde a cru à l'arrivée qu'on avait tapé à cause de ça, parce qu'il y a un phare qui a été pris dans la neige et qui a tapé. Donc,
Et quand François est sorti de sa voiture sur la ligne d'arrivée, tout le monde était complètement consterné, évidemment, parce qu'on perdait le rallye et les gens ont pris conscience de ça. Et il est sorti en disant j'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. Et donc il a éclaté en sanglots devant le public. Moi je suis restée dans la voiture, mais bon je pleurais. Alors les gens ont quand même vu, je pleurais. Il y a une caméra qui est arrivée face à moi. Mais c'était un désastre, quoi. Pour nous, c'était la fin du monde. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. J'ai pas tapé. J'ai perdu rien. François, t'as bien fait rien. François, ça fait rien. C'est bien, t'as fait rien. Ça fait rien, François. Oui, Anne-Chantal, avant de se quitter, je voulais te dire que ça m'a fait très chaud au cœur de partager ces quelques souvenirs avec toi. Et j'espère te voir bientôt en Flandre ou sur le Mont Cassel. Et je voulais te souhaiter aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci, Ciao. à bientôt Eric. Au revoir. Ciao. Salut. C'est trop dur, c'est trop dur. La dernière, c'est trop dur. Il n'arrive pas là où il va devoir arriver. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. J'ai pas tapé. J'ai perdu rien. François, t'as bien fait rien. François, ça fait rien. C'est bien, t'as fait rien, François.